Salam alaikum Azul, bonsoir. Comme chaque samedi, rétro info de l'info. Nous allons parler de quelques sujets qui ont eu lieu pendant cette semaine, c'est la semaine écoulée. Encore que l'actualité est tellement riche en événements qu'il nous a fallu choisir, arbitrairement presque, entre des sujets et d'autres. Et aujourd'hui, nous allons donc évoquer cette histoire de purge qui ne dit pas son nom, de généraux-majors et autres personnalités du premier cercle qui sont en train d'être renvoyés à leur foyer. Nous parlerons aussi de cette histoire de choléra, des cas de typhoïde qui sont signalés ici et là, puis de la journée mondiale pour les disparus, où nous évoquerons cette tragique affaire, cette tragique histoire de disparus en Algérie qui n'a toujours pas connu son dénouement, et nous en profiterons pour parler du carnage de Raïs, dont on a commémoré le triste anniversaire le 29 août, c'est-à-dire avant-hier. Voilà, avec moi donc pour en parler, j'ai ici avec moi sur le plateau Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine pour l'invitation. Merci. Houssine Jidel, anthropologue, analyste politique aussi, qui est avec nous. Merci. Merci Jamaldine pour l'invitation. En Skype, nous allons avoir avec nous Sofiane Jilali, président de Jil Jadid et membre fondateur de Mouatana, qui ne restera avec nous qu'un instant, puis qui sera remplacé par Salah Debbouz, avocat, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Les titres d'abord. Le soir d'Algérie, Houssine Nessib défend son secteur. L'eau du robinet est saine à 100%. Je suis responsable de ce que j'affirme par la rédaction. TSA, dernière minute. L'avion de Bouteflika a quitté la Suisse par la rédaction. Liberté, secteur de la communication. Le bilan désastreux d'un ministre par Sofiane Aitiflis. Sofiane Jilali, merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Bon retour. Ça nous fait plaisir de vous revoir à l'antenne. Merci beaucoup, Sofiane Jilali. Alors, si nous commencions à parler de cette histoire de purge, de nuit des longs couteaux, si on peut dire, une purge qui ne dit pas son nom, mais où nous observons, pour la première fois quasiment depuis l'indépendance, la liquidation politique de barons du régime et de barons militaires, qui plus est au plus haut sommet du régime. Comment expliquez-vous ça, Sofiane Jilali? Tout d'abord, je peux dire un qualificatif, c'est un changement ou des purges étourdissantes. Personne n'attendait de voir ces changements-là venir aussi brutalement, avec une telle ampleur et touchant autant de hauts militaires, hauts placés. C'est tout simplement presque non seulement étonnant, mais c'est à la surprise générale, c'est quand même extrêmement déroutant. Il faut dire que ces changements sont importants parce que je suis désolé, mais j'entends en même temps, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il y a vous entend très bien. On vous entend très bien. Il y a un retour d'écho. D'accord. Non, j'entendais la régie, je pense. Ah oui, certainement. L'essentiel. Oui, allez-y. Oui. L'essentiel. L'institution militaire, comme vous le savez, est extrêmement sensible, importante dans la vie de la nation. L'armée, elle se dit elle-même héritière de l'ALN, et les militaires se sentent, à tort ou à raison, comme étant un peu récipiendaires de cette libération du pays, et ils se sentent un peu, ils le disent en tout cas, responsables du pays. En tout cas, cela leur a donné, de leur point de vue, le droit d'intervenir dans tous les moments cruciaux du pays, en 62, en 65, en 67, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y a des décisions fatidiques,
l'institution militaire pèse de tout son poids pour entraîner le pays vers la solution qui lui semble la meilleure pour elle. Je précise bien si je parle d'institution militaire parce qu'aujourd'hui, en 2018, finalement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est l'une des rares institutions encore debout, pour ne pas dire la seule, puisque ni la présidence, ni le gouvernement, ni les institutions locales n'ont plus aucun crédit. Et de ce fait-là, les Algériens, d'une manière ou d'une autre, se retournent vers elles. Et, oui, mais Soufiane Gilali, oui. Comment expliquez-vous cette purge? Parce que purge, il y a. Ils sont en train de chasser, de renvoyer leur foyer, des généraux-majors, chefs de région entre autres, chefs de corps, chefs d'armes, le DGSN qui est lui-même général et le plus haut responsable sécuritaire au niveau de la police. Alors bon, comment expliquez-vous ça et pourquoi et à quel but et par qui? Surtout qu'ils sont en train de nous faire croire et de faire croire, ou du moins ils tentent de faire croire au reste du monde que c'est lié à l'affaire de la cocaïne gate. Écoutez, vous savez très bien que ces affaires-là sont suffisamment secrètes. Le régime algérien est très opaque et je ne m'aventurerai pas à vous donner des éléments simplement de supputation. Je n'ai pas l'information, c'est ça la vérité. Mais à l'évidence, il y a une purge très importante avec le départ de personnes qui étaient jusque-là essentielles dans les rouages. La question qui se pose, s'agit-il d'un vent de renouveau qui s'est fait à l'occasion de cette histoire de cocaïne? Certains pensent qu'il y a des pressions directes, en particulier des États-Unis, puisque dans l'affaire de cocaïne, apparemment le dollar a été utilisé comme monnaie d'échange. Est-ce que c'est simplement une grogne à l'intérieur et qu'on essaye de désamorcer de cette façon? De toute façon, moi, je n'applaudirai que lorsque je verrai Gaëtan lui-même partir. Restez avec nous, Soufiane Gilali. Houssine Gidl, à votre avis, la question que vient de se poser et de nous poser Soufiane Gilali est très intéressante. S'agit-il d'un vent de renouveau, cette purge qui ne dit pas son nom, d'une pression exercée par des puissances étrangères, de conflits autour du cinquième mandat peut-être, une simple grogne qui était réglée à leur façon? De quoi s'agit-il? Moi, je pense que j'avais une idée, donc ça fait 2 ans que je le dis, qu'il y a un courant anti-Bouteflika, anti-Gaïd Salah, anti le duo, oui, qui compose pour moi, Bouteflika et Gaïd Salah composent un seul bloc. Oui. Et qu'il y a un courant qui se constituait dans l'armée, dans les partis politiques, avec les gens, les riches hommes d'affaires ou Shab Shkara, parce qu'on n'a pas d'hommes d'affaires en Algérie, et ce bloc, il veut retourner au pouvoir, il veut peser sur l'après-Bouteflika et sur l'avenir de l'Algérie. Et ce clan a été sous observation attentive du duo Saïd et Bouteflika. Et l'affaire de la cocaïne, c'était uniquement, le plan était là, c'était uniquement le moment de commencer à faire le purge. Tous les gens qui s'opposaient... C'était un prétexte. Exactement. De liquider les gens qui étaient opposés au cinquième mandat. Jamaldine, depuis l'indépendance, on n'a jamais vu un changement. Oui. On n'ébranle pas l'institution militaire pour quelques kilos de cocaïne. On sait qu'en Algérie, la cocaïne, elle fait ravage et elle est protégée par des militaires, absolument, des services de renseignement, DRS à l'époque. Et ça, c'est depuis l'affaire Zenjabil. Même avant, il y a les rapports des centres internationaux sur la sécurité parlaient de ça. Donc, on ne procède pas à ce changement, à cette purge, parce qu'il y a quelques kilos de cocaïne. Enfin, non, quelques kilos, faut pas exagérer. Oui, mais oui, 700 kilos. Hein, oui, même. Mais depuis des décennies, des centaines de kilos de cocaïne rentraient en Algérie et vendaient en Europe avec la bénédiction des services de sécurité algériens. Ça, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est des rapports qui le disent. Mais, si j'ai bien compris, Houssine, si j'ai bien compris, l'affaire de la coque, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte. On a commencé. Des gens qui ne sont pas d'accord pour le cinquième mandat. Exactement. Ce sont des gens qui s'opposent au cinquième mandat et ce sont des gens qui demandent de peser sur la situation en Algérie parce qu'ils sont mis à l'écart. Et la preuve, c'est que les gens qui ont été
mis dans ses postes par Bouteflika, les plus proches de Bouteflika, le Hamel, Menad, Vous allez me dire qu'un Hamel était opposé au 5e mandat? Exactement. Ah bon? Ben, le Hamel, les déclarations de le Hamel, à certains moments, il pensait qu'il était devenu un homme très fort et qu'il devait participer dans la décision. La déclaration juste avant sa mise à l'écart reflète ça. C'est un homme. Comment se fait-il qu'un homme pouvait attaquer le Gaïd Saleh de telle virulence quand il lui a dit pour enquêter sur de la corruption, il faut être soi-même honnête. Ça veut dire, le gars, il parlait au nom d'un clan. Le gars, il parlait avec tant d'assurance. D'où vient l'assurance de l'Hamel pour parler, attaquer frontalement le Gaïd Saleh? Et moi, je pense qu'il faisait partie d'un bloc, d'un clan qui revenait. Il constituait de résidus du DRS, de certains partis politiques, d'hommes d'affaires, de ceci, cela, et que le duo Bouteflika-Gaïd Saleh, ils ne veulent plus, comment dirais-je, que les empêcheurs de tourner en rang. Non, ils ne veulent plus que le 5e mandat se fasse dans une situation de tension. Donc, on prépare le 5e mandat, mais je pense que l'après-Bouteflika a été mis en place. Parce qu'au moment où Bouteflika disparaîtra, le duo Bouteflika et Gaïd Saleh n'auront pas d'inquiétude. Sadou-Gadou, comme on les appelle. Il n'y aura pas d'inquiétude. Tout est bon. Saïd, votre avis sur cette question? D'abord, je salue les téléspectateurs. Merci. Et je suis heureux de te retrouver, non pas que ton remplaçant a démérité. Mais bravo. Saïd, pardon, je vais vous interrompre. Justement, puisque la personne, nous la connaissons tous, notre ami Hassan Moussi a perdu son père. C'est l'occasion pour nous de lui présenter nos condoléances. Et de l'assurer de notre soutien indéfectible. Allah yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu sais, dans cette histoire de valse a plusieurs temps. Il est vrai que jamais le pays n'a connu une telle valse. La question qui me vient à l'esprit dans un système opaque, bien que, moi je dissocie deux choses, le commandement et l'institution. L'institution appartient au peuple. Le commandement croit que le peuple lui appartient. En effet, le commandement a tout fait pour ternir la continuité de l'ALN. D'abord par en 62, la crise de l'été. Oui. Et puis, en effet, 63, 65, 67, mais on n'arrête pas là l'histoire. L'histoire, elle continue. Oui. 1980, 1988. Nzar jouit de l'impunité. L'impunité est un instrument. 1992. J'allais venir à cette grande plaie du pays, surtout cette date fatidique qui est totalement imbriquée avec l'autre sujet que nous allons développer tout à l'heure dans toutes ses dimensions. Oui. Sa dimension politique, sa dimension sécuritaire, sa dimension sociale, sa dimension économique. Nous allons le développer et dont ceux qui ont terni et ceux qui se sont accaparés de cette institution non seulement ont détérioré son image, non seulement l'ont utilisé à des fins purement personnelles, parce que la question qui se pose fondamentalement, il y a 350, 400 généraux. Moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu, on ne fréquente pas les mêmes couloirs, je n'ai pas fait d'études d'expertise nécessaires pour savoir, mais aucun d'eux ne se limite à son salaire. Aucun d'eux ne vit au rythme de ses attributions. On dit qu'il y a des généraux, quasiment des fonctionnaires, qui ont des postes où ils n'ont aucun genre d'influence et qui ne vivent que de leur traitement ou de leurs émoluments. On ne les a pas vus. Hein, c'est des fantômes. C'est ce qu'on dit. Hein, j'aimerais bien qu'on me donne les noms. Qui nous donnent des noms. J'aimerais bien qu'on me donne les noms. D'accord. Qu'on me donne les noms maintenant. Parmi ces 350, qui touchent le 1 milliard ou un peu plus de rétrocommission. C'est très important. Parmi tous ces généraux qui est impliqué dans la destruction... Pas de rétrocommission, des commissions. Des commissions. Oui. Qui est impliqué dans la construction de l'échec économique, politique, social. Et on voit aujourd'hui un autre sanitaire. Qui limoge qui? Pour quelle fin?
Est-ce qu'on se sert simplement de cet alibi de la cocaïne? On s'en rappelle tous de l'affaire Zenjabil. Oui. Il n'y avait pas autant de limogeage. Est-ce que c'est juste pour donner une certaine forme de crédibilité à une opération déjà planifiée depuis belle lurette? Est-ce que c'est juste un rééquilibrage clanique, sachant que l'enjeu du commandement militaire, et c'est le commandement militaire qui détient le réel pouvoir en Algérie, c'est deux choses. La distribution des circuits informels du pouvoir, la construction de la base sociale du régime et la distribution des circuits informels de la rente. Et la cocaïne, aujourd'hui, fait partie de la rente. Le deuxième élément, est-ce qu'il y a une forme de transparence? C'est-à-dire, le peuple veut savoir les raisons pour lesquelles... Mais là, on a la réponse. Personne ne sait pourquoi il y a une purge par qui elle est effectuée. Personne ne sait. Ça, c'est une réponse. Ouais. Personne ne le sait, mais le peuple demande à savoir quelles en sont les raisons. Ouais. On veut savoir si maintenant ils sont liés à des affaires de crimes économiques, de crimes c'est-à-dire ils composent avec, entre guillemets, un ennemi étranger. On n'en sait absolument rien. On veut savoir... On est en train de nous suggérer que c'est à cause de l'affaire cocaïne. Ça, c'est une suggestion. Ouais. Nous, si réellement c'est le cas, pourquoi qu'ils ne sont pas traduits devant les juridictions, que ça soit civil, que ça soit militaire? Pourquoi qu'on ne communique pas jusque-là? Et c'est très important. Et pourquoi aussi, il y a d'autres questions. Pourquoi c'est à la fin d'un mandat et le début d'un autre? Ouais. C'est toutes ces questions qui peuvent éventuellement élucider. Ils ne peuvent élucider que en posant d'abord, le temps peut élucider ces histoires, et la deuxième des choses, des hypothèses. Oui. On ne peut pas avoir de On n'a pas certitude. d'autre choix que de faire On des ne peut pas avoir de supputations. certitude aujourd'hui Oui. par rapport à cette histoire. Maintenant, réhabiliter l'image de cette institution ne pourra se faire ni par une purge, ni par une purge non avouée, non motivée, ni par autre chose, qu'en réhabilitant le peuple algérien dans ses pleins droits. Ce commandement militaire qui est la suite de tous les commandements militaires depuis l'indépendance confisqués aujourd'hui. C'est eux qui ont torpillé, confisqué la souveraineté nationale. C'est eux qui ont ramené Bouteflika. C'est eux qui ont assassiné 200 000 morts. C'est eux qui ont fait disparaître 20 000 disparus. C'est eux qui ont construit la misère aujourd'hui. Et c'est cette gouvernance par le chaos et par le statu quo qui a provoqué aujourd'hui le choléra, qui a provoqué, pas si longtemps que ça, la gale, qui a provoqué le typhoïde. Et cette situation, justement, à partir du moment qu'il n'y a pas justice et vérité, qu'on ramène tous ceux qui sont impliqués dans les crimes contre le peuple, à savoir le crime contre les civils, les 200 000 morts et les 20 000 disparus, on les ramène devant le peuple pour une réconciliation populaire, pour une justice populaire, on les ramène. On ramène Nzar, on ramène Toufik, on ramène à titre posthume, à titre posthume, la Mali, et on va les juger, on va dire c'est eux qui sont impliqués, c'est eux aujourd'hui qui sont à l'origine de ce désastre. Elle ne pourra jamais être réhabilitée. La réconciliation, elle ne se décrète pas par par un référendum préfabriqué et des simulacres de réconciliation. Un mot, Houssine, parce que nous devons libérer ce sujet. Allez-y. Ouais, non, mais allez-y, Non, allez-y. juste quand on examine les généraux qui ont été éliminés ou mis à la retraite. D'ailleurs, 10 000 de leurs fonctions, c'est même pas à la retraite, mis à la retraite. 10 000, ça veut dire... Limogé, radié du limogé, contrôle. radié, etc. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une sanction dans l'action. Ouais. On sanctionne des personnes. Pourquoi on a cherché à humilier? Et parce que ces gens-là, ils ont manifesté une certaine hostilité au 5e mandat et à l'après Bouteflika. Et la preuve, c'est que 5 régions sur 6 ont été changées. Parce que les 11 généraux qui ont
l'Algérie entre leurs mains. En plus que la direction de la gendarmerie, en Oui, plus que toutes les forces de sécurité, les renseignements généraux, la police politique de l'armée, la gendarmerie, la DGSN, deux postes au ministère de la sécurité de l'armée. Du personnel et de finances au ministère de la Défense, etc. Mais quand on voit 5 régions sur 6, parce que le moment venu, les 11 généraux qui composent l'état-major qui vont prendre la décision concernant l'Algérie. Donc on change déjà 5 sur 6. On change aussi l'armée, l'institution militaire. Donc le duo Bouteflika, Gaïd Saleh, ils ont maintenant la tranquillité, en quelque sorte, d'avoir la majorité réconfortante. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour m'expliquer comment il se fait qu'il n'y ait pas eu de réaction de ces gens qui étaient pourtant très puissants. Je reviens à vous dans un petit moment. Soufiane Djilali, j'aimerais que, avant de vous libérer, vous nous avez demandé de vous libérer un peu tôt, vous avez affaire. J'aimerais que vous nous parliez de cette histoire de choléra, c'est notre deuxième point de ce rétro-info. D'abord comme ça, en gros et d'emblée, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, le choléra, c'est comme un symptôme. Le choléra décrit simplement une situation chaotique du pays. Il y a un désordre qui s'est installé. Le choléra est causé, bien entendu, biologiquement par une bactérie, un vibrio, mais en réalité, il est causé par la dégradation des services publics en général, et beaucoup de ministères à la fois doivent être impliqués. Il y a bien sûr les collectivités locales, il y a comment on manage l'hygiène publique, mais il y a aussi le problème de l'eau, comment on surveille l'eau, des sources, comment on distribue cela. Il y a aussi l'éducation, comment on éduque nos enfants à savoir être propres, à ne pas toucher aux choses qui risquent de contaminer, etc. Donc, le choléra, bien sûr, on le voit comme ça, comme une maladie du Moyen-Âge qui ressurgit d'un seul coup, mais elle dit bien cela, c'est que le pays a régressé très fortement. Et c'est que, par malheur, si le choléra peut entraîner des morts de façon aiguë, il y a beaucoup d'autres maladies qui, de la même façon, sont le résultat d'une lente dégradation de l'environnement général et qui n'apparaissent pas avec la même violence, mais qui font beaucoup plus de dégâts. C'est le cas de l'hypertension artérielle, c'est le cas du diabète, c'est le cas des cancers qui se démultiplient, etc. Vous savez, il n'y a plus de contrôle sérieux, ni sur les produits phytosanitaires, ni sur les liquides chimiques qui se déversent dans les terres, ni la propreté chimique des eaux, etc., etc. Donc, c'est un problème de gouvernance et d'administration du pays. Il n'y a pas de doute que 20 ans de gouvernance de M. Bouteflika nous a menés à cette situation maintenant impossible. Oui, mais Soufiane Djilali, hier, ils ont reconnu publiquement 74 cas de choléra. Maintenant, ils ne parlent plus d'épidémie alors que des responsables ont prononcé le mot épidémie. Maintenant, ils parlent surtout de foyer épidémiologique. Mais ce qui est un peu étonnant dans cette affaire, d'abord, c'est la reconnaissance très tardive de ces cas de choléra, puisqu'en fait, les premiers cas se sont manifestés le 8 août, le 6. Elle a évoqué ça. Le 6. Lahar parlait de 583 cas d'intoxication par l'eau de robinet. C'est le 6 août. Un autre média a parlé de 800 cas d'intoxication à Blida par l'eau. Oui, par l'eau. Voilà. Alors, Soufiane Djilali, alors que le responsable des ressources en eau, M. Houssine Nessib, voilà ce qu'il dit. Hein, c'est un titre paru au Soir d'Algérie. Il dit « L'eau du robinet est saine à 100%. Je suis responsable de ce que j'affirme. » Comment expliquez-vous une telle assurance à un moment où tout le monde sait en Algérie que l'eau est au moins trouble, qu'elle est au moins nauséabonde, qu'elle a même des odeurs d'égout parfois dans certaines régions d'Algérie? Il n'y a pas de doute que les caractéristiques d'une eau saine ne se retrouvent pas toujours dans l'eau du robinet en Algérie, mais bon, il faut être raisonnable. S'il y avait le vibrio cholérique dans les robinets, je crois que ce n'est pas quelques dizaines ou centaines de cas auxquels on aurait assisté sur des zones qui restent tout de même circonscrites, mais il y aurait eu des dégâts par centaines de milliers. On ne l'espère pas, on ne le veut pas, absolument pas.
Je ne pense pas que l'entreprise qui gère l'eau soit en cause, sinon les dégâts auraient été monstrueux. Mais très probablement, il y a des contaminations de nappes parce que les eaux usées sont très mal gérées, parce que les gens, quand ils se retrouvent en difficulté pour s'approvisionner en eau, font des puits localement, souvent sans les déclarer, etc. Tout ça relève d'un désordre général dans le pays et tout ça n'est pas en faveur du pouvoir, mais n'amplifions pas au-delà de ce qui est déjà là parce que les Algériens sont déjà en panique. Beaucoup ont fait des signes, mais ils ont somatisé. Beaucoup ont eu des problèmes digestifs, mais qui relevaient plus du psychologique que de l'infection elle-même. Mais ça ne réduit en rien la responsabilité du pouvoir, tout au contraire. Soufiane Djilali, est-ce que vous pensez qu'il est prudent de ne pas changer la date de la rentrée scolaire à un moment où ces foyers épidémiologiques n'ont même pas été circonscrits, n'ont pas été identifiés? Personne ne nous a dit quelle est la véritable source de l'infection ou de l'épidémie. Est-ce qu'il est prudent de ne pas changer la date de la rentrée scolaire? Là, vous avez raison. Ces foyers qui sont apparus de façon certifiée sont au nombre de 3 ou 4. Très probablement, ils auraient dû prendre des mesures beaucoup plus draconiennes dans ces zones-là et même élargies. Mais peut-être ne pas créer une déstabilisation générale parce que vous savez, il y a 8 millions d'élèves qui vont entrer. Je ne crois pas qu'il faille amplifier systématiquement tout. C'est déjà suffisamment grave dans tout cela. Non, mais aujourd'hui, les citoyens prennent conscience que ce pouvoir-là ne peut pas gérer, il est dépassé. Le président est totalement absent. Un 5e mandat serait réellement quelque chose d'ignoble pour le pays. Si ces changements au niveau de l'armée sont faits juste pour assurer le 5e mandat, nous sommes dans une pure folie. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous nous mobilisons et nous agirons pour se mettre en travers de ce mandat-là. Comme vous le savez, nous avons déjà appelé les Constantinois à sortir le 8 septembre, où on sera à côté d'eux, juste en face de l'hôtel Sirta, au niveau de la Brèche. Et nous sortirons sur d'autres wilayas. Est-ce que la marche ou le sit-in a été autorisé? Non, vous savez bien qu'on n'autorise pas les sit-in et qu'on le fera par transgression. On a fait la sortie sur la place des Martyrs qui était pratiquement au secret. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi on l'a fait sans faire appel, mais c'était tout simplement pour réussir une sortie, ne serait-ce que symbolique. Mais maintenant que nous sommes filés et surveillés de très très près, l'information sortira au niveau des services de renseignement et donc autant demander aux Algériens d'être là, on verra comment ça va se passer. Vous nous avez dit le 8 mars à Constantine face à l'hôtel Sirta? Pas le 8 mars, le 8 septembre. Le 8 septembre. De toute façon, sur les réseaux sociaux, tout cela est relayé. Je voulais dire juste une chose, si vous le permettez, puisque j'ai vu dans le sommaire, vous allez parler des mamans des disparus. Oui. Je réitère mon soutien à ces femmes merveilleuses. J'étais avec elles au moment où elles ont manifesté ces 2 derniers jours. Je me suis mis à côté d'elles et j'ai promis de relayer l'information. Je leur dis toute ma compassion. Je comprends la douleur profonde de ces familles qui ont disparu, qui ont vu disparaître des proches, parfois innocents, qui n'avaient absolument rien à voir. Et je le regrette profondément. Et il faut qu'on arrive à débloquer cette situation. Il faut qu'elle soit prise en charge réellement. Il faut qu'elle soit écoutée. Il faut qu'on leur dise la vérité pour qu'enfin elles puissent se reposer. Soufiane Djilali, je vous remercie. Vous nous avez demandé de vous libérer. Au plaisir de vous revoir. J'aimerais revenir à Houssine Djidel pour ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de ces gens qui ont été liquidés, qui étaient de gros barons du régime militaire, quasiment des gens du premier cercle. Comment expliquez-vous qu'ils n'aient fait montre d'aucune réaction, alors qu'ils sont très puissants, alors qu'ils disposent eux-mêmes de dossiers très accablants sur leur père ou sur leur compère, pour dire les choses? Comment expliquez-vous ça, Houssine? Eh bien, le duo Saïd et Gaïd Salah ont devancé les choses. Parce que pour moi, la seule région qui pose un problème au régime, ça veut dire qu'il peut faire un coup d'État, c'est la première région.
Seule la première région peut le faire. Donc, avant de changer Chentouf à la tête de cette région, on a changé plus d'une centaine d'officiers entre colonels et commandants. C'est là les deux forces militaires qui peuvent faire un coup d'État, ou c'est la garde présidentielle, dirigée par Ali Ben Ali, ou les forces terrestres. Tafar a été déjà démis de ses fonctions, mais qui pourra faire ça? Que la seule région militaire. Parce qu'en moins d'une heure, on peut encercler Alger avec son char. On ne va pas attendre la 3e, la 5e et la 6e région. Donc, ils ont procédé comme ça. Un. Deuxièmement, c'est que ces gens-là ne composent pas, ils n'ont pas les outils qu'ils avaient avant pour agir directement. C'est-à-dire, la DCSA et le service et le DRS, la police politique, ont changé. Ils ne sont pas entre les mains des gens anti-Bouteflika, au contraire. Et ils étaient encore composés. En plus, on a changé la police politique de la police, c'est-à-dire les renseignements généraux. Oui. Donc tous les outils qui peuvent être utilisés pour brouiller, pour créer une situation dans la rue, ont été neutralisés. Et ces gens-là qui ont été éliminés, n'oublions pas, Jamal Din, plusieurs parmi eux se sont considérés comme proches de Bouteflika. Menad, El Hamel, Boudalia, etc., etc. Ce sont des gens donc il n'y avait pas un bloc. Oui. Il n'y avait pas un bloc. Et l'absence de cette union qui devait avoir lieu autour du refus du 5e mandat et autour de l'après-Bouteflika a été avortée par le duo Bouteflika-Gaït Salah. Voilà. Et c'est pour cela que je dis pourquoi il s'agit d'une... Pour moi, c'était... C'est une nuit des longs couteaux soft. Il n'y a pas eu de mort, mais c'est la même méthodologie. Oui, pour moi, ou un coup d'État a été avorté, ou un coup d'État... est en préparation. Ah oui, parce que le changement, quand on change 5 régions sur 6, on procède à ces changements profonds, rapides, et en laps de temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et donc, pour moi, c'est l'hypothèse la plus possible pour moi. Et j'ai vu dans la rue, dans le discours politique de certains partis politiques, dans les gens, et vous savez, on a touché aussi aux juges. On a touché à des responsables dans d'autres ministères. Ça veut dire qu'on a éliminé ces gens et on a commencé à éliminer leur prolongation qui se trouve dans l'administration, qui se trouve chez les hommes d'affaires et ceci, cela. Et on va voir dans les jours qui viennent que la purge va atteindre aussi certains hommes d'affaires. On a vu comment on a mis sous quarantaine Rabarab. C'est pas Rabarab parce que Rabarab, c'est anti-Bouteflika, anti-Gaït Salah. Il est contre le 4e mandat, contre le 5e mandat, et puis il est du clan de Toufik, le résidu de DRS. Donc, on a vu maintenant que, vous avez bien vu comment on l'a mis sous quarantaine, que, par exemple, les deux matières avec qui il a fait l'argent sur le dos des Algériens, c'était le sucre et l'huile. Le sucre, bon, il y a beaucoup de... Il n'a plus le monopole. Même ici en France, même à l'étranger, il fait très peu de sucre, lui. Mais l'huile, vous savez maintenant qui est-ce qui dirige l'huile en Algérie? L'autre ami de Bouteflika, Kouninef. Et le sucre aussi. Mais pourquoi Parce que c'était dangereux de laisser l'huile entre les mains d'un Rabrab qui pourrait, au moment venu, créer une pénurie en Algérie, et ça sera l'allumage du feu. Donc pour moi, sur tous les plans, il y avait un clan hostile dans l'armée, chez les hommes d'affaires, chez les partis politiques, dans la justice, etc. Et on a fait le purge, et le purge, ça va continuer. Maintenant, on est arrivé à une situation où Bouteflika et Gaït Salah, ils sont tranquilles, hein, on ne peut plus se poser au 5e mandat, et on peut y aller doucement pour le 5e mandat, et même pour après Bouteflika. Mais cela n'empêche pas que la purge va continuer. Nous revenons à cette histoire de choléra. Saïd. Donc, d'abord, c'est des déclarations contradictoires des uns et des autres. Le ministère de l'Agriculture qui dit non, c'est faux, les sources de l'infection ne proviennent pas des fruits et légumes irrigués avec des eaux usées, alors que l'Institut Pasteur maintient que c'est le cas. Le ministre des Ressources en eau qui dit « Je suis sûr à 100%
ce n'est pas l'eau du robinet, alors que il y a des preuves filmées, hein, il y a des milliers de vidéos de citoyens où on voit de l'eau trouble, où certains disent qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont l'égout. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ils n'arrivent pas, à ce jour, après le constat d'au moins 74, je crois, cas infectés, pourquoi ils n'arrivent pas à ce jour à nous dire où est la source de l'infection? Le peu que l'on puisse dire, c'est de l'amateurisme associé à de l'incompétence. Le tout enrobé dans l'indigence. Ça donne un aperçu de la façon dont le système, à travers son régime et son personnel politique, quelle que soit sa composante, méprise le peuple. Il y a une vidéo qui m'a sidéré. C'est celle de Walid de Blida, quand il s'était déplacé à l'hôpital. Oui, oui. Une femme emprisonnée derrière les barreaux, et il ne s'approchait pas d'elle pour lui parler, pour ne pas être contaminé. Ça, c'est pour un peu montrer. Après, il y a le génie populaire qui contredit les versions officielles. Quand ils disent que c'est Atipaza, par exemple, c'est la source Hamarlain, le génie populaire a poussé des hommes et des femmes à aller à cette source, à prendre de l'eau, à le boire. Et puis, le responsable local d'eau et de l'hydraulique, il fait une déclaration contradictoire. Le ministre les autorités sanitaires, à savoir le responsable de l'Institut Pasteur, il dit que c'est les fruits et légumes. Le génie populaire, il lui montre, c'est-à-dire on veut culpabiliser la pastèque, incriminer la pastèque. Le génie populaire, il va manger la pastèque, et là, il y a un autre qui, en fait, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas une certaine forme de... Mais quand le ministre des Ressources en eau... Je termine avec ça, justement. Oui. Le ministre des Ressources en eau et de l'hydraulique qui dit que l'eau du robinet est saine. Alors il dit, l'eau du robinet est saine à 100%. Il est sûr de lui. Ça veut dire qu'il connaît la vraie source de l'infection. Tout à fait. Alors pourquoi il ne le dit pas? C'est pas qu'il le dit pas. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Quand il dit que l'eau du robinet est saine à 100%, moi, enfant du peuple, je dis c'est un mensonge. Cette affirmation est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il m'était arrivé d'ouvrir le robinet chez moi et de voir que non seulement l'eau était trouble, non seulement parfois elle sentait les eaux usées, non seulement ajoutant à cela les délestages, ajoutant à cela les coupures d'eau, ajoutant à cela. Donc, ils ne savent pas comment communiquer, ils ne savent pas situer les foyers, et ils essayent de chercher, en fait, des coupables en dehors de leurs responsabilités. Vous savez, un système qui ne permet pas l'existence des contre-pouvoirs sociaux, des contre-pouvoirs syndicaux, des contre-pouvoirs politiques, c'est un pouvoir absolutiste qui cherche justement pour se dédouaner à culpabiliser le peuple, à créer une certaine forme de pandémie C'est vrai que ces derniers jours, il y a beaucoup d'images qui circulent pour montrer l'incivisme des gens, des ordures en dessous des immeubles, de la saleté un peu partout, pour dire que ce n'est pas l'État, c'est le peuple qui ne se prend pas en charge. Regardez comme il est sale, regardez comme il est... La plus grande saleté, la plus grande insalubrité se trouve dans l'épicentre du système. Le peuple n'est pas sale. Moi, petit, on faisait le tri des déchets. Il y avait ce qu'on ramenait pour pouvoir l'utiliser comme fumier pour les arbres. Il y avait ce qu'on brûlait pour qu'on puisse l'utiliser, ces cendres, comme aussi engrais. Et puis par la suite, effectivement, aujourd'hui, il y a la rareté de la terre. Il y a un certain nombre de phénomènes, il y a aussi la citadinisation. Et tous les phénomènes de mutation de la société n'ont pas été accompagnés par les pouvoirs pour qu'on puisse, sinon l'Algérien n'a jamais été sale. Les seuls qui sont sales, c'est ceux qui ont confisqué le pouvoir au peuple. Après, il est vrai, moi personnellement, je dois faire des efforts. Quand je vais au pays,
j'ai pris conscience, mais à un certain moment, je jetais mes sachets, jetais mes trucs, je jetais mes mégots, mais est-ce qu'il y avait une campagne de sensibilisation? Est-ce qu'il y avait une campagne de conscientisation? Absolument pas. Ceux qui détiennent le pouvoir, ils sont plus affairés à voler le peuple, à culpabiliser le peuple, à transférer leur argent. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils font ici? Le peuple, il est en train de vivre la plus grande crise sanitaire parce que le système de santé, il est malade. Au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de refaire les conduites d'eau, ils nous construisent une mosquée à je ne sais pas quoi. Ils invitent je ne sais pas quelle chanteuse pour chanter à combien pour endormir le peuple. Et aujourd'hui, ils essaient de se dédouaner. Voici justement la plus grande responsabilité. Vous savez, Jamel Din, je l'ai dit une fois et là je le répète, quand vous avez la peste au pouvoir, on construit le choléra dans la société. Et Hussein, vous voulez intervenir, mais très vite. Non, juste comme il dit Saïd. Donc, il s'agit de la santé publique. La santé publique, c'est une affaire publique. Oui. C'est le pouvoir. Donc, ce pouvoir-là, il est incapable de communiquer, il est incapable de dire ce qui se passe. Parce que jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on n'a pas posé la question? Pourquoi on n'a pas touché? C'est une simple question. Pourquoi on n'a pas parlé des gens qui vendent de l'eau? Pourquoi l'eau qui est vendue dans les bouteilles, est-ce qu'elle est saine? On ne sait pas. Exact. Parce qu'on sait qui est derrière. Oui. Quels sont les barons? Ce sont les gens du régime. Oui. Alors, on ne le sait pas. Et dans ce cas-là, on jette l'anathème sur le peuple. Ce n'est pas la saleté qui a provoqué le choléra. C'est le choléra, c'est un phénomène bien déterminé médicalement, mais là, l'État, il est défaillant, il ne pourra plus gérer l'Algérie. Et je suis obligé d'aller très vite, il nous reste 10 minutes, on n'a pas encore entendu Salah Dabbouz. Salah Dabbouz, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, bonsoir. Bonsoir. Alors Salah Dabbouz, donc, je voudrais que vous nous parliez un peu de cette histoire de disparu qui revient chaque année, comme on vient de commémorer l'année du disparu. Et ça coïncide avec la commémoration du carnage de Raïs en 1997. Quel est votre avis en tant qu'avocat, en tant que président d'une Ligue des droits de l'homme sur cette question? Écoutez, il y a un droit international qui dit que les disparitions forcées sont de la responsabilité des États et que les États doivent chercher la vérité et informer les victimes. Ça, c'est clair. Quand il y a une crise politique, il y a des techniques pour dépasser la crise politique. Parmi ces techniques, il y a ce qu'on appelle l'intiqali à la justice de transition. Le pouvoir en place en Algérie ne veut pas faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire la justice de transition, informer les ayants droit, faire la recherche des disparus forcés, peut-être qu'il y en a qui sont encore vivants, sinon retrouver leurs décombres et les remettre et chercher et situer les responsabilités après passer à une réconciliation s'il y a lieu. Donc ça, c'est le standard. Ce qu'il y a, c'est que le pouvoir en place ne veut pas faire ce standard pour des raisons qu'il connaît très bien et que peut-être beaucoup de gens connaissent aussi, c'est qu'il a une grande responsabilité, donc il ne voudrait pas que cette responsabilité soit dévoilée. Mais est-ce qu'ils n'ont pas réussi Salah Dabbouz, est-ce qu'ils n'ont pas réussi à leur manière à diluer cette tragédie, à la faire oublier, par la lassitude des gens, par l'oubli, par les années qui passent? Est-ce que finalement ils n'ont pas réussi leur coup d'auto-amnistie? Non, mais ils ne peuvent pas réussir parce que là, il s'agit d'êtres humains qui sont disparus dans des conditions tragiques et l'histoire finira par rattraper les coupables, même s'ils disparaîtront eux après. Je ne connais pas de personnes qui puissent oublier
voyez-vous, pour tout ce qui s'est passé pendant la Révolution, il y a des vérités qui sont en train d'être découvertes maintenant. Il y a des gens qui ont fini par avouer certaines choses. Donc, ça finira par arriver un jour ou l'autre. Oui. Que je vous... Oui. Oui, je vous en prie, poursuivez. Je voudrais juste signaler quelque chose qui me paraît très importante. Je crois que ce régime est en crise. Il a été pris la main dans le sac dans un scandale de la cocaïne. Et je pense qu'il y a des rumeurs qui disent que cette histoire de choléra est montée par le régime, d'une manière ou d'une autre, pour camoufler justement le grand scandale de la cocaïne, qu'on voit ses effets dans les limogeages et dans les changements dans le corps. Le seul corps qui détient les pouvoirs, c'est l'armée. Mais est-ce que ce genre de théorie du complot n'est pas inopportun puisqu'il peut décrédibiliser les messages et le combat de l'opposition, de la véritable opposition? Non, mais j'essaie de faire une analyse. Oui. Si vous essayez d'observer avec moi, les changements dans l'armée s'opèrent depuis l'indépendance juste après les élections, pas avant. Merci. Jamais avant les élections. Donc, aujourd'hui, on est en train des changements très importants, mais je pense qu'ils peuvent être liés à une enquête qui peut être menée chez les Américains. On sait très bien que le FBI a débarqué en Algérie à l'occasion de ce scandale de la cocaïne, et que donc les changements, puisque on n'arrive pas à situer quel clan. Il y a des gens qui sont pro-Bouteflika, il y a des gens qui sont pro les autres clans qui sont relevés de leurs fonctions. Donc moi, je pense que ces changements sont opérés pour essayer de dédouaner le pouvoir en place, l'État algérien, d'un scandale qui peut coûter très cher à l'Algérie parce que les Américains peuvent, à la suite de conclusions qui engageraient la responsabilité de hauts fonctionnaires, engager des sanctions contre l'Algérie en tant qu'État, qui peuvent coûter très cher. C'est-à-dire, on a entendu parler d'interdiction de transactions en dollars, et si cela se fait, c'est des transactions très importantes en médicaments, en nourriture, sans parler c'est-à-dire les secteurs les plus vitaux qui peuvent être, touchés, et ça nous mènerait à genoux. Donc moi, je n'écarte pas que cette histoire de choléra soit provoquée pour détourner les regards du vrai scandale qui est celui de la cocaïne. Restez avec nous, Saad Dabbous. Je reviendrai à vous pour le mot de la fin. Je vous demanderai de nous dire votre avis sur l'histoire de Bouteflika en Suisse. Restez avec nous, justement. Nous devons aller très vite. Vous allez avoir chacun 2 minutes à peu près au sujet du séjour, de cet autre transfert pour un contrôle de routine de M. Bouteflika en Suisse. Et l'APS a émis un communiqué tout à l'heure, aux environs de 16 heures, pour dire que M. Bouteflika est retourné en Algérie, Saliman, Labas Beh, Mersoualo, Labas Brer, Kirzel. Eh oui, bah oui, mais c'était prévisible. Pour moi, c'était prévisible. Donc, le président, il a besoin pour se manifester pour quelques minutes de soins intensifs, de soins faits à Vous voulez dire qu'ils veulent le requinquer? Exactement, exactement. On doit le garder dans la meilleure forme possible pour le 5e mandat. Et vous pensez que ça va être annoncé? Non, oui. Et comme il y a une visite possible en octobre du président français, visite d'État, donc il est obligé de rencontrer Bouteflika, on a besoin de mettre Bouteflika en forme. En forme possible, pas en pleine forme, en forme possible. Et tout ce qui a été dit autour de lui, etc., la fin, pas la fin, tout ça, c'est de la pure spéculation. Donc, on ne procède pas à ces changements-là si le président est mourant. On procède aux changements-là parce qu'on le prépare à être candidat au 5e mandat, même
si il mourra avant. Mais vous ne pensez pas que l'idée d'un 5e mandat et même, voire même des élections pourrait être remise en cause? À 8 mois, ils ne sont pas prêts. Oui, moi j'ai l'ultime conviction. Bouteflika n'ira pas al-Mouradia comme étant ex-président. Il ira al-Alia comme président de la République. Tant que la vie, tant qu'il y a encore un souffle, il sera président de la République. Non, mais c'est pas ça. C'est que lui, Gaïd Saleh, les deux Turcs bénéficient de la situation. Depuis 2013, on gouverne l'Algérie au nom de Bouteflika et avec la bénédiction de l'armée. Pourquoi voulez-vous que l'armée change une méthode qui donne? Gaïd Saleh tire sa puissance de cette situation de Bouteflika. Bouteflika, il se maintient au pouvoir à cause de cette légitimité et avec le soutien de Gaïd Saleh. C'est pour ça que je dis un duo, un seul bloc. Et donc, tant que cette situation peut durer, elle durera. Et en même temps, ça ouvre l'après-Bouteflika qui a été déjà mis en place avec la purge dont on a parlé tout à l'heure. Djamaldine, il y a plus important pour moi. Le 29 août, c'est la date anniversaire d'un crime contre l'humanité, un crime de guerre. C'était Raïs, où 300 à 600 personnes furent assassinées. Oui. Ce genre, toutes ces attaques contre le peuple sont des plaies béantes, au même titre que celles d'ailleurs des disparitions forcées. On a essayé de construire l'oubli et l'amnésie à travers leur loi de la rahma, et je ne sais pas comment ils l'ont appelée, sachant que la réconciliation ne se décrète pas, elle se construit, et ça avec plusieurs mécanismes. Je dis aux mères de disparus, aux familles de disparus, vous menez un combat noble. Vous êtes la noblesse de l'Algérie et vous serez son honneur et à son honneur. Et à partir du moment qu'il n'y a pas vérité et justice, ils vont continuer à utiliser l'impunité comme instrument de pouvoir. Et toutes ces histoires sont imbriquées. Que ce soit le terrorisme sécuritaire, 200 000 morts, 20 000 disparus, le terrorisme économique, ce dont on a parlé tout à l'heure, on voit l'état de l'économie algérienne où elle est arrivée. Le terrorisme politique aujourd'hui à travers une opposition organique, et là je rends hommage à Mohamed Zovesh, un véritable opposant qui a fait la guerre, qui a fait 63 et qui aime cette émission. Et aujourd'hui, on est au stade du terrorisme sanitaire où il est possible qu'il y ait cette théorie du complot, mais ils sont capables de tout. Ils sont capables pour, en fait, en finir avec le peuple. Maintenant, la question qui se pose, si réellement c'était un contrôle routinier, comment se fait-il dans une telle période où le pays traverse une grave crise sanitaire, un contrôle routinier? Comment se fait-il? C'est la question qui se pose. La deuxième question, il y a plusieurs crises. Cocaïne gate, les purges, le choléra, le typhoïde, la gale, il y a plusieurs crises. Et là, un contrôle routinier. Moi, je n'exclus cette histoire de contrôle routinier. Je pense que soit il a été, comme on a dit, requinqué, soit réellement, comme ça a été présenté par un certain nombre de sites, 8e étage d'un hôpital, où on a chassé un Tunisien et un Algérien, on aurait chassé un Tunisien et un Algérien, dans le service oncologie, on sait tous c'est quoi, mais il y a une chose qui est certaine. Il y a un coup d'État permanent contre le peuple, que dans l'avion Algérie, il n'y a pas de pilote et que pour l'opinion nationale et l'opinion internationale, les cercles informels de pouvoir et de prise de décision sont clairs aujourd'hui et le commandement militaire est la colonne vertébrale de tous les malheurs qui ont frappé l'Algérie. Le Saleh Dabbous, au sujet donc de cette évacuation de M. Bouteflika pour un contrôle de routine, nous dit-on. Écoutez, je pense qu'on est arrivé à un stade où l'opacité du système n'est plus à prouver. Il y a des manœuvres et des contre-manœuvres et de l'info et de l'intox faites d'une façon volontaire certainement pour brouiller les pistes,
pour ne rien laisser échapper. Et donc, devant une situation comme ça, on ne peut que faire des analyses. Les certitudes que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a un président en Algérie qui n'est même pas capable de parler, qui a besoin de laisser retaper un peu de sa santé tous les quelques semaines. Ça, quand il le déclare, parce que peut-être souvent il part aussi sans qu'on le sache. Une situation comme ça, moi je dirais que c'est une situation chaotique. Il faudrait trouver les moyens de s'en sortir. Voilà. Salah Dabouz, merci. Au plaisir de vous revoir. Houssine, très vite. Oui, je voulais signaler, en rajoutant à ce que Saïd a dit, il faut bien savoir que Bouteflika, il va alors qu'il y a des crises comme ça, etc. Mais l'OTAN Bouteflika n'est pas l'OTAN de peuple. Mais Bouteflika, il n'a jamais posé la question du peuple. Mais il s'en fout complètement du peuple. Qu'il y a une crise, qu'il y a de choléra, mais ce n'est pas son problème. Il n'a jamais été son problème. Alors qu'il va en Suisse, alors que l'Algérie brûle, ce n'est pas son problème. Tant que le trône ne brûle pas, Bouteflika, il ne posera pas de questions. Voilà. Merci. Alors, je rappelle cette dépêche ou ce communiqué de la présidence via l'APS. Le président Bouteflika regagne Alger après des contrôles médicaux périodiques à Genève. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a regagné Alger samedi après un bref séjour à Genève où il a effectué des contrôles médicaux périodiques, annonce la présidence de la République. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie Salah Dabouz, je remercie Soufiane Jilali, Houssine Jidel, Saïd Aknin. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama.